Alors bonjour tout le monde. Très content de vous avoir avec nous. Très content d'avoir la mairesse et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante, avec nous ce matin. Merci, Madame Plante. C'est la deuxième fois qu'on se voit durant cette période de pandémie. La première fois, c'était le 14 avril. Ça faisait un mois. Et je veux juste qu'on se rappelle tous, le 14 avril, quand on s'était vu, là, je vous avais demandé de vraiment préciser s'il y avait un risque qu'on ferme la ville. Et ce que ça évoque, c'est qu'à cette époque-là, à ce moment-là, il y avait des risques de dérapage, il y avait des inquiétudes. On savait déjà que Montréal devenait un épicentre important. On allait voir dans les semaines qui suivent à quel point c'était ici, dans la région métropolitaine, que c'était le plus grave au pays. On verra l'ampleur de la crise dans les CHSLD là, dans les semaines qui suivent. Mais donc, pour dire que quand on s'est vu la dernière fois, on était encore dans un très haut niveau d'incertitude sur la crise sanitaire elle-même. Il reste de l'incertitude, mais 2 mois plus tard, ce qu'on sait, c'est que là, on est dans la crise économique en partie. On est dans les grands défis de redémarrage, de relance. Et je pense que c'était un bon moment pour nous, nous tous, d'avoir la chance de vous entendre. On est plus de 600 ce matin. Très content de cet achalandage de tous ces gens qui veulent vous entendre. On va faire comme à l'accoutumée. Je vais vous laisser la parole quelques minutes. Et dans quelques minutes, on aura l'occasion d'échanger. On a reçu des questions du public. On pourra à ce moment-là faire le tour de la situation. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut s'appeler par nos prénoms. Sans plus tarder, Valérie, c'est à toi. Merci beaucoup, Michel. Merci pour cette belle invitation parce que, effectivement, quand on s'est parlé la dernière fois, ben nous, on s'est parlé régulièrement, mais avec l'ensemble des membres de la CCMM, c'était le 14 avril. Et effectivement, c'était complètement différent comme situation, mais déjà, je vous parlais de cette volonté et cette nécessité de déjà réfléchir à quoi ça va ressembler après. Parce qu'on était dans la crise sanitaire, ça battait son plein. On allait entrer aussi à ce moment-là dans la crise, l'élément fort problématique, là, le moment chaud de la crise lorsque la contamination s'est propagée de façon fulgurante dans les CHSLD. Mais déjà, on voyait que ça allait avoir un impact sur la santé économique du Québec, mais tout particulièrement de Montréal et de la communauté métropolitaine. Alors donc, je vous avais parlé de ce plan et comment on préparait l'après. Et là, on est déjà un petit peu dans l'après parce que le déconfinement a commencé, mais il y a plusieurs défis qui sont devant nous. Alors, très heureuse de pouvoir faire le suivi. Je le vois comme ça ce matin. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, la crise en lien avec la COVID a commencé le 12 mars. Pour moi, c'est la date charnière. C'est le moment où le gouvernement du Québec a dit les écoles vont être fermées et la Ville de Montréal a décidé de fermer toutes ces installations culturelles, sportives, pour vraiment limiter la propagation. Et dès lors, on a su que ça serait difficile pour l'économie. Quand tous les secteurs s'arrêtent d'un coup, boum, nécessairement, ça a un impact sur les différents secteurs économiques. Alors, à ce moment-là, j'étais très heureuse d'avoir déjà des contacts avec les acteurs du milieu économique, évidemment, comme mairesse de Montréal. D'ailleurs, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est un acteur important, un acteur clé. Il y en a plusieurs autres également. Et ça nous a permis de bouger, ou du moins de tout de suite se mettre en mode réflexion pour pouvoir offrir cette vision pour la relance. On l'a présentée la semaine dernière. Je vous la montre quand même parce que je suis ensuite très fière. Je vous invite à aller sur notre site Internet. Si vous ne l'avez pas consulté, c'est quand même un bon gros document. Une impulsion pour la métropole, agir maintenant. Un plan qui se décline en 2 moments, 2 étapes, et je vais vous en parler maintenant. Juste avant d'entrer dans ce plan de match pour la relance, j'aimerais quand même mentionner que dès le départ, la Ville de Montréal a décidé d'être très proactive au niveau de la santé. Ce que je voulais m'assurer comme mairesse, c'est que la crise sanitaire ne devienne pas une crise sociale.
Vous avez sûrement vu tous les gestes qui ont été posés au niveau des banques alimentaires pour s'assurer que la population montréalaise ne soit pas dans le besoin. Déjà, les plus vulnérables qu'on connaissait, mais ceux qui, tout d'un coup, sont tombés dans la précarité à cause de la crise de la COVID. Je parle également au niveau de la population itinérante. Je suis extrêmement fière du travail qui a été fait par notre équipe en soutien. Parce qu'encore une fois, cette crise sanitaire était beaucoup plus d'ordre du gouvernement provincial et fédéral, mais Montréal a tenu à jouer un rôle proactif et d'aider là où c'était possible. Et dans ces deux domaines, entre autres, là, au niveau de prévenir un chamboulement encore plus grand au niveau social, on a agi. Au niveau des entreprises et du niveau commercial, je tiens à mentionner qu'on a fait beaucoup avec, avec peu, parce que, évidemment, le développement économique est une responsabilité. Montréal est très impliqué, mais ça dépend aussi de d'autres acteurs, dont l'écosystème de Montréal et de la communauté métropolitaine. Mais je tiens à mentionner qu'on a reporté une première fois les taxes foncières. On savait que c'était difficile pour tant le résidentiel que le non-résidentiel. Finalement, on l'a reporté au 1er septembre. Je pense aussi à la ligne d'affaires Montréal. Affaires Montréal, on a répondu à plus de 5000 demandes. On a accompagné des entrepreneurs, des startups, des entreprises, des commerçants pour cheminer dans les différents programmes qui sont provinciaux, les programmes fédéraux et provinciaux. Parlant des deux paliers supérieurs, très heureuse d'avoir collaboré avec Québec et Ottawa pour ce programme, ce 90 millions au total qui a été offert, ou du moins qui transige via PME Montréal pour aider nos entrepreneurs et nos commerçants. Ce sont des prêts. Ce qui est une très bonne chose. On souhaite toujours avoir plus de programmes en aide directe et en subvention, mais nous continuons bien sûr nos représentations en ce sens-là. Mais je remercie Québec et Ottawa d'avoir eu une attention particulière pour la Ville de Montréal. Finalement, vous avez vu des initiatives. On a débloqué $1 million par-ci, $1 million par-là pour aider, entre autres, à faire émerger des projets qui allaient aider les commerçants et les entrepreneurs. Je pense à la livraison en vélo qui a pris beaucoup de place, qui a été mis en place également grâce aux sociétés de développement commercial. Je pense aussi à notre aide pour aider certains commerçants à passer, à augmenter leur visibilité ou même commencer leur visibilité sur le web pour pouvoir offrir des services. Bref, on a essayé d'être très, très proactif avec pas nécessairement beaucoup de moyens financiers, mais on était là. Mais ce qui est devenu très, très clair, on ne se le cachera pas, malgré cette aide ponctuelle, on se disait, bien, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait un vrai plan de relance. Et rapidement, différents acteurs du milieu économique ont répondu présent. Ils ont dit, oui, on va vous aider. On va réfléchir ensemble. Alors, je les remercie d'ailleurs énormément. Je veux avoir une petite mention spéciale pour mon équipe du développement commercial, la division du développement économique de la Ville de Montréal, Mme Véronique Doucet, qui en est la directrice, et ses équipes qui ont travaillé d'arrache-pied, malgré le contexte de la COVID, pour aller voir le terrain. Ça, c'était important pour moi. Je voulais un plan de relance qui était connecté aux besoins de terrain. Et si on veut y arriver, il faut aller parler avec le monde, il faut aller s'inspirer, jaser, tester des idées. Alors, pour vous montrer l'ampleur du travail qui a été fait, le 14 avril, Michel le disait, là, je vous parlais du plan à venir. Bien, voilà, un mois et demi plus tard, tout ce qui a été fait. Alors, c'est impressionnant. Il y a 21 comités de travail qui ont été mis en place par la division du développement économique de la Ville de Montréal pour aller cibler, parler avec des secteurs particuliers. Il y a également un comité d'experts économiques qui a été mis en place. Vous en avez sûrement entendu parler. Ce comité d'experts économiques qui a été présidé par Luc Godbout, qui est titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui était également accompagné de 11 autres économistes de renommée. Donc, je les remercie beaucoup pour leur temps. Et finalement, un comité aviseur qui nous a aidés à faire ce plan de relance que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous invite à consulter. Des personnes en qui j'ai énormément confiance, qui m'ont aidé justement à aller chercher l'écho et de pouvoir me partager leur grande expérience à Montréal et dans leurs domaines respectifs. Je vous les nomme rapidement parce que c'est du temps gratuit, c'est du temps bénévole qu'ils m'ont offert. Alors, Guy Cormier, chef de la direction et président du Mouvement des Jardins, Edith Cyr, qui est présidente du CESIM et directrice générale de Bâtir son quartier,
Philippe Donsky, président de Donsky Énergie, Amina Gerba, présidente du conseil Entreprendre ici, Christiane Germain, coprésidente du groupe Germain, Yves Lalumière, président directeur général de Tourisme Montréal, Michel Leblanc, évidemment, président directeur général de la CCMM, Stéphane Paquet de Montréal International, Philippe Rainville de Aéroport de Montréal, Hicham Ratnani, qui est cofondateur de Frank & Oak, Monique Simard, présidente du conseil du quartier des spectacles, Caroline Tessier, la directrice générale de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, accompagnée de M. Billy Walsh. Également, Kim Thomasin, qui est à la CDPQ, à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque nationale. Et enfin, Sylvie Vachon, présidente directrice générale d'administration portuaire de Montréal. Je vous les ai nommés parce que, comme je vous disais, ils ont donné du temps, de l'énergie, du dévouement et je les remercie. Et toutes ces personnes m'ont d'ailleurs assuré leur désir à ce qu'on continue à travailler ensemble parce que, bien qu'on ait accouché de ce plan de relance, il y a encore beaucoup de travail à faire dans les prochains mois. Ce que je voulais vous dire en lien avec ce travail-là, c'est qu'il y a deux constats qui ont émergé. Le premier, c'est que les villes qui ont réussi, les villes, et j'ai envie de vous dire les provinces et les pays qui ont le mieux réussi à se sortir de crise dans le passé, quelle qu'elle soit, c'est celles qui saisissaient l'opportunité d'être plus résilientes. Alors, pour moi, que ce soit résilience économique, résilience écologique, résilience sociale également, ce sont des valeurs qui me sont très importantes, qui me sont chères, et on a bien l'intention d'appliquer. On a voulu que ça transparaisse, cette notion de résilience, dans notre plan de relance. Le deuxième, bien, c'est que la Ville de Montréal, avec ses outils et ses ressources importantes, mais en même temps limitées, parce qu'on n'a pas du tout le pouvoir ni financier ou décisionnel ou même juridique des provinces ou encore d'un État. Alors, on a décidé c'était important de se concentrer dans des secteurs là où on peut avoir le plus grand impact. Et ça touche, entre autres, tout ce qui touche l'économie sociale, la culture, le commerce de détail et l'entrepreneuriat. Et je vais vous en parler tout à l'heure en vous parlant des 22 mesures, excusez-moi, les 20 mesures qu'on a mis en place avec ce fonds de 22 millions qu'on a annoncé la semaine dernière. Ceci étant dit, ce plan-là qu'on a développé se déploie en deux phases. Il y a l'immédiat et après ça, il y a le plus long terme. Et on trouvait ça important d'agir sur les deux fronts, l'immédiat avec les connaissances et le contexte que l'on connaît actuellement, mais tout en étant conscient qu'il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à ce qui va se passer dans 6 mois. On ne souhaite pas une deuxième vague, mais c'est une possibilité. Les marchés, on va voir comment ils vont évoluer, le marché immobilier, la bourse, le comportement des consommateurs. Il y a énormément de choses qui peuvent jouer. Alors, on voulait agir sur le maintenant et dans 6 mois déjà. Alors, en agissant de la sorte, bien, notre plan agit sur le court et le moyen-long terme, sur deux aspects. Le premier, les infrastructures, les projets prêts à démarrer qu'on voulait mettre de l'avant, dont mon comité aviseur a beaucoup contribué à venir peaufiner cette liste-là. On voulait aussi des projets prêts à démarrer connectés aux priorités du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, tout en gardant en tête ces valeurs qui sont si importantes pour notre administration. Et je vous les rappelle, la transition écologique, le développement économique et également l'équité sociale. Et c'est ce qui nous a permis vraiment de mettre l'emphase sur des projets qui, ça ne va pas vous surprendre, mais bien sûr, le projet de la ligne bleue, comment est-ce qu'on peut faciliter et accélérer, entre autres, les expropriations pour augmenter la vitesse de déploiement de la ligne bleue. La ligne orange, c'est-à-dire de prolonger la ligne orange jusqu'à la gare Bois-Franc, là où le REM va connecter, qui permettrait également d'enlever de la pression sur la ligne orange du côté est. Et ça c'est pour le transport. Transport actif, je peux penser également à la Dalle Park, ce projet pour relier après avoir fait l'échangeur Turcot, cette plateforme qui nous permettrait de relier l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, à celui du centre-ouest, du sud-ouest, excusez-moi.
Au niveau de l'habitation, j'en parle depuis longtemps. C'est tellement important qu'on se base sur nos expériences passées. Les crises précédentes, les gouvernements ont eu la bonne idée d'investir dans l'habitation et je souhaite ardemment que ce soit la même chose parce que les besoins sont immenses. Alors, nous avons proposé au gouvernement des projets prêts à partir. Là, avec la pépine, on est prêts là, pour 2 grands projets à Montréal. Et finalement, un qui est juste à côté d'ici de l'Hôtel de Ville et tout près, bien sûr, de vous, entre autres, qui êtes au centre-ville, eh bien, c'est le Palais des Congrès que l'on souhaite mettre de l'avant pour pouvoir continuer, remettre en selle Montréal comme cette métropole où il fait bon tenir de grands congrès. Et comme présidente de la CMM, c'est un projet auquel je tiens énormément. Puisque ce serait un nouvel... L'agrandissement du Palais des Congrès est en soi un équipement métropolitain qui dessert, bien sûr, toute la région métropolitaine. Dernier élément du plan de relance avant de pouvoir entrer dans les discussions avec Michel. Donc, je vous le rappelle, le plan de relance, il y a les projets d'infrastructure que je viens de vous nommer rapidement, vous donner quelques exemples. Et ensuite, il y a les 20 mesures pour lesquelles la Ville de Montréal a réussi à débloquer 22 millions de dollars. C'est énorme. C'est énorme pour une ville. C'est un effort sans précédent pour la Ville de Montréal, mais on tenait absolument à envoyer un message clair à nos entrepreneurs, à nos commerçants, à celles et ceux qui font battre le cœur de Montréal grâce à leur fibre entrepreneuriale et leurs projets incroyables que nous pensons en eux, on est là pour eux. C'est vraiment le message que je tiens à envoyer à tout le monde aujourd'hui et également à pouvoir porter ce message au sein des gouvernements supérieurs pour leur rappeler l'importance de la métropole. La Ville de Montréal et la région métropolitaine représentent, bien sûr, vous le savez, mais je tiens à le rappeler, c'est la moitié du Québec qui habite dans la région métropolitaine. C'est la région métropolitaine, c'est plus de 50 du PIB du Québec. La Ville de Montréal en tant que telle, avec son centre-ville et ses activités, c'est fondamental pour la santé économique et la vitalité. C'est la porte d'entrée du tourisme. Alors, ce que je voulais faire, c'est de dire, on va investir l'argent de la Ville de Montréal, on va soulever chaque pierre, on va revoir tous les programmes pour aider là où c'est nécessaire, là où c'est le plus pertinent, là où ça va être un effet de levier, mais j'ai également besoin des investissements de Québec et d'Ottawa pour nous ramener là où on était avant, c'est-à-dire la ville canadienne avec la plus grande progression ou la plus grande... où on avait la plus haute rentabilité, si je peux dire, au Canada. Alors, ces 22 millions, bien, on a décidé de les investir dans 4 axes différents et je vous les nomme. Donc, tout ce qui touche le commerce. Le deuxième, c'est l'innovation. Le troisième, c'est le développement du territoire et finalement, le rayonnement international. Et c'est des grandes catégories, mais je ne vous cacherai pas que dans le développement du territoire, je parle tout particulièrement de l'Est de Montréal, un sujet qui me tient très à cœur. Je sais que les Montréalais ont envie qu'on investisse dans l'Est. C'est ce que l'on fait. Et même avec cette situation de crise, on ne va pas lâcher. On continue à croire dans l'Est, que ce soit avec le transport, avec ce grand tramway d'Est en Ouest, avec ces projets de développement du territoire, avec ce 100 millions que le gouvernement du Québec nous a donné pour revitaliser. On ne lâche pas, on va toujours dans cette direction. Bien sûr, tout ce qui touche le rayonnement international, c'est aussi au niveau de la culture, le tourisme, évidemment. Donc, ça aussi, il faut donner de l'amour et donner de l'attention. Le commerce, l'innovation, les start-up, que ce soit en encourageant ou en ouvrant le marché même de la Ville de Montréal à des plus petits joueurs pour pouvoir les soutenir, pour entrer dans ce grand marché, puisque Montréal est le plus grand donneur d'ouvrages de la région métropolitaine, en fait, de la région de Montréal. Et tout ce qui touche l'innovation aussi, je pense à des projets innovants pour du transport à vélo électrique, pour pouvoir également... repenser nos espaces, les grandes terrasses, comment est-ce qu'on veut aménager le territoire urbain, l'espace public pour laisser plus de place aux différents utilisateurs, mais entre autres pour permettre à nos commerçants, de nos artères commerciales locales, de pouvoir faire de bonnes affaires tout en respectant les règles de distanciation. Beaucoup d'éléments, je pourrais vous en parler énormément. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Dernière chose que je veux vous dire, c'est que vous avez sûrement vu dans les nouvelles également que dans ce plan, nous avons demandé au gouvernement du Québec de discuter avec nous concernant des assouplissements au niveau de
au niveau de la fiscalité. C'était des recommandations qui sont ressorties de ce comité d'experts économistes. Et en gros, ce dont il est question en ce moment, et d'ailleurs, j'ai rencontré le ministre Fitzgibbon vendredi dernier à ce sujet, 2 éléments. La capacité, un souhait que le gouvernement mette en place un crédit d'impôt pour la taxe foncière, ce qui aiderait énormément les municipalités et bien sûr aiderait grandement Montréal parce que c'est un grand défi avec un déficit de près de 500 millions de devoir et conserver la qualité des services sans augmenter les taxes parce que c'est ce que je ne veux pas faire, c'est bien d'augmenter les taxes au-delà du niveau d'inflation. Alors, une aide, une demande formelle auprès du gouvernement du Québec pour un crédit d'impôt pour taxes foncières. Commercial et non commercial. Et finalement, la possibilité de pouvoir faire un déficit, mais je tiens à le mentionner, un déficit pour devancer des investissements. Je le dis là, pas un déficit pour payer l'épicerie. C'est pas de ça dont il est question. On parle ici de comment est-ce qu'on peut devancer des investissements pour, encore une fois, stimuler l'économie et s'en servir comme levier. Ce sont des discussions que nous avons à Québec, plus le reste des autres des éléments que ce soit sur l'habitation. Vous savez qu'il y a une entente qui est toujours en attente, une entente en attente, c'est le cas de le dire, pour l'entente bilatérale. Des demandes également qui ont été faites concernant comment est-ce qu'on soutient notre centre-ville, comment est-ce qu'on aide nos commerçants. Alors, c'est un travail qui est de longue haleine dans lequel je suis engagée. Parce que Montréal est une ville vibrante qui vit grâce à son écosystème d'entrepreneurs, d'entreprises, de start-up, de jeunes pousses. Alors, je suis convaincue que c'est tous ensemble et de là ma satisfaction et mon bonheur de m'adresser à vous parce que vous faites partie de celles et ceux qui ont toujours contribué à la santé économique de Montréal et sur lesquels je compte pour qu'on reprenne le dessus et qu'on soit toujours plus résilient pour les mois et les années à venir. Merci. Je vais m'arrêter là. Merci, Madame la mairesse. Effectivement, on voit que vous en avez beaucoup, sur vos cartons. Moi, j'en ai beaucoup aussi. D'abord, je voulais vous rendre hommage. Vous avez dit on a voulu éviter qu'une crise sanitaire se transforme en crise sociale. Et on le voit, il y a d'autres endroits dans le monde où il y a beaucoup de tensions sociales. Et je pense que c'est une chose qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit, au milieu des affaires, comme toute la population. Dans notre ville, il y a des défis, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens fragiles, il y a des entreprises fragiles, mais on a une forme de paix sociale, une forme d'harmonie qui est très précieuse. Et ça, on vous doit ça, vous vous êtes préoccupés de ça. Donc, je voulais vous rendre hommage d'entrée de jeu. Merci. Je voulais aussi rappeler à tout le monde, parce que je sens, et les gens à la Ville sont très fiers du plan de relance à court terme, là, dans les 6 prochains mois. Mais je dois vous avouer que j'ai reçu des critiques de ce plan en disant « Mais Michel, à 20 millions, vous dites 22 millions, ça ne va pas changer grand-chose. » Et ce qui est important que tout le monde comprenne, c'est les limites des capacités d'action d'une ville au niveau économique. C'est beaucoup la responsabilité des gouvernements supérieurs de pouvoir faire des déficits, de pouvoir investir massivement. Vous avez un plan de 22 millions et la semaine précédente, les 2 autres gouvernements annonçaient en passant 50 millions pour PME Montréal. Alors, c'est pour dire à quel point il y a des moyens qui viennent des paliers supérieurs et il y a la Ville, comme vous le dites, qui travaille à même ses propres moyens. J'aimerais vous entendre sur les efforts que la Ville fait. Est-ce que vous avez l'impression que là, vous êtes rendu à la capacité? Est-ce que tout de suite, vous basculez maintenant, si on voulait en faire plus, il faudrait qu'on ait plus d'argent des gouvernements supérieurs parce que nous, on ne peut pas en faire plus? Comment vous évaluez votre capacité d'action à partir de maintenant? Oui, merci Michel, c'est une bonne question et c'est vrai que moi aussi j'ai reçu ces commentaires en disant 22 millions et je pense que pour les gens qui sont dans des situations précaires, ça semble peut-être pas beaucoup, mais effectivement pour une ville c'est du jamais vu, surtout que les gouvernements supérieurs et comme je leur dis, je les remercie du 90 millions qui a été investi, mais ce sont des prêts. Alors que de notre côté, on a décidé que ce serait des subventions. C'est de l'aide directe parce qu'on sait que pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerçants,
emprunter, là, c'est juste plus une option. Alors, on essaie d'être vraiment complémentaires. Et Michel, tu as raison. En fait, je profite de la tribune pour dire qu'effectivement, on a un peu atteint notre limite à Montréal en termes d'aide qu'on peut donner directement aux commerçants et à l'écosystème économique. Et de là, les discussions que nous avons avec Québec. Et l'importance d'un plan comme celui-là, c'était justement de montrer, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a consulté, on est allé tâter le pouls là, sur le terrain. On a fait du ménage aussi, hein, c'est-à-dire avant de présenter ce plan-là, la Ville de Montréal a fait un redressement. On est allé chercher, je peux dire, ou économiser 123 millions de dollars, encore une fois en soulevant chaque pierre pour dire au gouvernement, charité bien ordonnée commence par soi-même. On a fait notre bout, on vous présente un plan, on investit 22 millions. Mais là, il faut que le provincial le fait déjà, mais il faut aller plus loin et dire, Montréal, notre métropole, on t'aime et on vient vous donner de l'aide ciblée, que ce soit en milieu touristique, culturel, au développement international. Tous ces éléments-là doivent être pris en considération et j'interpelle bien sûr les gouvernements supérieurs à répondre à cet appel. On arrive, vous avez abordé quelque chose qui, moi, m'atteint beaucoup et j'imagine que ça vous atteint comme mairesse et présidente de la CMM. Ce sont les secteurs. Montréal, comme toutes les villes, a des secteurs sur lesquels on s'appuie. Puis vous en avez nommé quelques-uns, là. C'est 11 millions de touristes qui viennent habituellement. Donc, toute une industrie, un écosystème touristique des hôtels. Bien, cette année, il n'y a pas cette clientèle. On a la culture, on est un lieu de création, donc de production culturelle, de diffusion culturelle. On est un lieu réputé pour cette intensité des manifestations culturelles et des festivals. Et là, c'est tout un secteur qui est tombé. On a, outre le tourisme, la culture, on a des secteurs qui sont très costauds habituellement, l'aéronautique, les liaisons aériennes. Et ce qu'on sent, c'est que les gouvernements, vous l'avez dit, tardent, hésitent à mettre en place des aides sectorielles. La question qu'on me dit, c'est, Michel, comment on fait pour que la mairesse dise sur la place publique, « Hey, les gouvernements, ça suffit, là, aidez nos secteurs, parce que nos secteurs à Montréal en ont besoin. » Alors, la question que je vous pose, c'est, une fois que vous avez pris les moyens de la Ville, comment on fait pour provoquer des décisions chez les autres paliers de gouvernement sur de l'aide sectorielle? C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, je pense que le secteur touristique, je pense que c'est le meilleur exemple où j'essaie beaucoup de sensibiliser les paliers supérieurs, les différents ministres et députés avec qui je discute, à savoir que l'industrie touristique du Québec dépend de Montréal énormément. Les gens vont arriver à Montréal, ils vont atterrir à Montréal, l'aéroport est ici, ils vont aller dans des festivals, puis après ça, ils vont aller se promener dans toutes les régions du Québec et c'est merveilleux et on est très fiers de jouer ce rôle-là. Mais là, cet été, c'est les Montréalais qui vont dans des régions, mais dans le sens inverse, c'est moins le cas. Alors, nous, on a besoin que le gouvernement du Québec nous dise, je dis Québec, mais pour les aéroports, entre autres, le fédéral a définitivement un rôle à jouer. Alors, ce qu'il faut, c'est de pouvoir faire une pression positive sur le gouvernement du Québec en ce sens-là. Et de là, l'intérêt d'avoir les projets d'infrastructure où on dit, moi, je me colle à vos priorités, mais en retour, on a besoin que le gouvernement entende que Montréal, en ce moment, on ne fait pas des caprices. On est la locomotive économique du Québec. Et donc, si Montréal va bien, et quand je dis Montréal, je parle de la région métropolitaine, le reste du Québec va bien. Peut-être que dans le court terme, le reste du Québec s'en tire bien, mais si on ne s'occupe pas de Montréal avec attention sur le long terme, ça va nuire au Québec également. Alors, je pense j'invite toute la population québécoise, mais aussi nos gouvernements à réfléchir plus loin que dans l'immédiat et de réfléchir à quoi va ressembler le moyen et le long terme. C'est pour ça que ce document-là, pour moi, est important. De dire, on va prendre les devants. On est la première ville au Québec et je discute avec d'autres villes à travers le pays et on a pris énormément de leadership et d'avance sur les questions de relance économique. Mais c'est sûr que quand je me compare avec la ville de Vancouver, qui, elle, s'en est bien sortie pour différentes raisons, elle n'est pas à la même place que moi. Et quand je parle avec Toronto, on est plus proche et Toronto n'est pas à la même aussi avancée que nous avec un plan de relance. Moi, ce que je veux montrer,
C'est qu'on est prêt, on sait où investir, mais j'ai besoin que Québec l'entende et que Ottawa l'entende. On a été la ville la plus touchée au pays, mais on était la ville où il y avait la plus forte croissance économique. Alors là, il faut que l'aide soit conséquente avec les dommages les dommages ou de l'ampleur de la crise. C'est à Montréal que ça s'est passé. Alors, on a besoin de l'aide en conséquence. Madame la mairesse, vous avez parlé du comité qui vous a appuyé, le comité économique. Dans ce comité-là, il y avait 2 personnes avec qui, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec Monique Simard du partenariat du quartier des spectacles. Oui. On s'est posé la question, que devrions-nous faire pour donner une chance à ces commerçants du centre-ville? On a produit un rapport. On parlait de l'aide au loyer, puis on a vu un peu d'action. Il y avait des choses qui interpellaient directement la ville. Piétonisation de la rue Sainte-Catherine. On reviendra sur les chantiers, là, mais il y avait un concept qui était de dire on voudrait inciter les gens à venir vers le centre-ville, l'animer, créer de l'espace, donc cette idée de piétonisation, permettre à des voitures de venir, donc rendre le stationnement gratuit le soir, la fin de semaine, créer des grands stationnements pour vélos aussi. Êtes-vous prête à annoncer des décisions de la ville pour aider le centre-ville? Oui, absolument. Ceci étant dit, je ne vous cacherai pas qu'on est dans une période qui n'est pas facile en ce moment, hein, parce que autant ce que j'entends du milieu économique, donc d'ailleurs, je vous remercie, Michel, pour votre travail avec Mme Simard sur la vitalité du centre-ville et l'importance de s'y attarder et de poser des gestes forts. Mais ce qui est très difficile, et moindrement quelqu'un lit les nouvelles en ce moment, vous voyez à quel point les opinions sont polarisées sur comment on doit occuper le domaine public et poser des gestes forts. La piétonisation, moi, j'y crois à 100 000 à l'heure, surtout que ça vient d'experts comme vous qui connaissez bien le tissu urbain, le tissu économique, mais également des sociétés de développement commercial. Moi, j'y crois à ça. Il faut innover, il faut qu'on utilise la ville comme un laboratoire, surtout qu'en ce moment, c'est maintenant la COVID. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an qu'il faut trouver des solutions, c'est maintenant. Alors, autant pour la rue Sainte-Catherine, présentement, elle sera piétonne les fins de semaine au grand complet. On a décidé de voir comment ça évolue parce que, encore une fois, il faut que je le dise, la pression médiatique est très, très, très forte. Et aussi l'aide aux commerçants, que ce soit via les chantiers où l'animation est fondamentale. Donc, dans les mesures, dans le 22 millions, il y a de l'aide directe qui est pour, entre autres, l'animation culturelle, parce que moi, je veux aussi qu'on aide nos artisans, nos artistes, nos créateurs qui en arrachent depuis des mois. Je veux leur envoyer un message positif comme quoi venez animer nos rues. Je veux que les gens viennent faire du vélo, viennent marcher sur la rue Sainte-Catherine, au centre-ville. Et ça va nous aider aussi à tranquillement ramener de l'énergie et de la confiance pour la rentrée, parce qu'il y a cet été, et moi, je pense déjà à la rentrée, évidemment, à quoi ça va ressembler avec et le télétravail, mais également un retour dans les tours à bureau. Alors, c'est un équilibre, mais je suis définitivement engagée à poser des gestes forts, quitte à ce que ce soit impopulaire auprès de certains. Mais pour moi, du stationnement à Montréal, il y en a beaucoup. Il y a moyen de venir en voiture pour venir marcher sur la rue Sainte-Catherine. Le transport collectif est sécuritaire. On encourage les gens à porter fortement le masque. Alors, il faut à un moment donné aussi que les Montréalais soient vocables sur « venez-vous-en à Montréal ». J'ai envie que les commerçants le soient aussi très vocables et j'invite la population à venir sur la belle Sainte-Catherine cet été et on va commencer les fins de semaine. Mais si l'achalandage et l'engouement est là, ça va me faire extrêmement plaisir de pouvoir ouvrir la Sainte-Catherine un peu comme l'avenue du Mont-Royal qui est déjà très populaire, mais de pouvoir le faire à la semaine longue. D'accord. Là, je vais vous poser des questions. Peut-être que vous ne les aimerez pas, mais écoutez, on m'a demandé de vous les poser. D'abord, est-ce que vous circulez en voiture à Montréal? Il y a des gens qui ont l'impression qu'on vous entend parler de votre vélo souvent. Circulez-vous en voiture à Montréal? Oui, tout à fait. J'ai une voiture de fonction. Donc, mais c'est vrai que l'été, je pars souvent en bicyclette le matin. Et puis, le reste de la journée, je le fais en voiture parce que j'ai beaucoup d'engagement. Alors là, je me prends, les rues de Montréal, je les connais très bien à vélo, puis je les connais très bien en auto.
Parfait, parce que là, on va y aller. Vous y connaissez. Alors, deuxième Allez-y. question, c'est faites-vous des courses en voiture ou bien c'est simplement la voiture de fonction? Est-ce que vous faites des courses dans la ville en voiture? Deuxième question qu'on me demande de vous poser. Si je fais des. En général, j'ai pas de voiture personnelle. Donc, j'ai une voiture de fonction comme mairesse, mais j'ai pas de voiture personnelle. Moi, je fais mes courses locales. Donc, je vais sur la Plaza Saint-Hubert puis au marché Jean Talon. C'est assez dans mon périmètre immédiat. De là, l'idée, vous savez, il y a comme le portrait du commerce qui change, hein, comme quoi les artères commerciales vont de plus en plus être tournées vers le commerce local. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des magasins de destination, mais on est beaucoup plus dans le local. Parce que la troisième question qui est en lien avec les deux premières, c'est une métropole, est-ce que ça doit avoir ce qu'on appelle des avenues de transit? Et là, les gens qui m'ont envoyé ça me disaient, Michel, la rue Christophe-Colomb, la rue Saint-Denis, la rue Saint-Laurent et l'avenue Papineau étaient considérées jadis comme des avenues de transit. Et donc, on se disait, à l'intérieur des arrondissements, il va y avoir beaucoup de rues, appelons-le très locales, et des avenues de transit. Et là, simultanément, cet été, on a envisagé de piétonniser Saint-Laurent. On a envisagé de réduire la largeur pour les voitures sur Saint-Denis. On l'a fait sur Papineau. On l'a fait sur Christophe-Colomb. La question qui m'est posée, c'est une métropole peut-elle, doit-elle avoir quelques avenues de transit, 2 voies de chaque côté, nord-sud, est-ouest, pour que les gens puissent se déplacer quand ils font des courses, quand ils vont travailler et qu'ils choisissent la voiture? Il faut savoir que les artères, moi, je pense qu'elles doivent de plus en plus être flexibles. C'est-à-dire que Christophe Colomb, il ne faut pas oublier que c'est un projet pilote. Hein, c'est dans le cadre de la COVID qu'on a fait une magnifique piste cyclable sur Christophe Colomb. Mais la Christophe Colomb, pour prendre cet exemple-là, pendant l'heure de pointe, on peut enlever le stationnement. C'est très, très courant. Alors, à ce moment-là, ça devient 2 voies de chaque côté pour les voitures, pour rouler. Et il reste chaque côté la piste cyclable. Alors que le soir ou dans la journée, à ce moment-là, le stationnement est permis. Donc, ça devient une voie cyclable, une voie stationnée, une voie pour rouler. Vous savez, Christophe Colomb, j'attire votre attention là-dessus. C'est sûr qu'il faut avoir des voies, des artères qui sont sur lesquelles on peut rouler, avoir une plus grande fluidité. Mais le tronçon entre Rosemont et Villeray, savez-vous, et excusez-moi, j'arrive, savez-vous combien il y a d'écoles? Il y en a 4. Sur 3 écoles primaires, une école secondaire. Alors, vous savez, quand on me dit on veut garder des familles à Montréal, on veut que les gens aient moins envie de se déplacer en banlieue, il faut aussi créer des cadres de vie. Alors, je pense que le fait qu'une route puisse devenir, à certains moments, du stationnement, une voie pour rouler, puis des fois, quand c'est l'heure de pointe, matin et soir, que c'est 2 voies pour rouler, je pense que c'est la bonne décision. Je pense que pour Saint-Denis, c'est dans le même esprit. Sur Papineau, parce que vous me nommez beaucoup de rues, mais évidemment, chaque rue a sa configuration, son tissu urbain différent, mais sur Papineau, quand on fait une voie express d'autobus, hein, c'est pas de question de vélo sur celle-là, c'est majeur. À l'heure de pointe, il y a à peu près une personne par voiture, alors qu'un autobus qui remplace à peu près 5 voitures, c'est 70 personnes. 70 personnes plutôt que... À un moment donné, le nombre de monde de gens augmente. Je veux dire, il faut qu'on soit capable de s'adapter aussi aux nouvelles réalités. Toujours plus de monde, toujours plus de voitures, pas beaucoup d'amélioration au niveau de la desserte de transport collectif, toujours plus de familles et d'enfants qui veulent être en santé puis qui veulent se déplacer de façon sécuritaire. Il y a des choix à faire. Moi, j'essaie de trouver un équilibre. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais vous savez quoi? C'est une chose que j'ai appris, c'est que on ne peut pas plaire à tout le monde. On essaie de trouver un équilibre. Donc, je pense que ça s'appelle faire de la politique, faire des choix politiques. Oui. Très bien. Voilà. Politique, je ne sais pas, honnêtement, M. Leblanc. Je ne sais pas si c'est des choix politiques. Pour moi, c'est des choix d'aménagement urbain pour les citoyennes de Montréal.
Ce sont eux qui me demandent de faire changer la ville, de l'entrer dans le 21e siècle. Ce sont eux qui militent, qui étaient 1,5 million pour me demander des changements concrets pour la lutte au changement climatique. C'est pour eux que je fais ça. Je ne sais pas si c'est politique. Moi, je le fais pour la planète. Revenons sur quelque chose qui est plus consensuel et qui est dans le même état d'esprit, ce qu'on appelle la relance verte. Beaucoup de gens ont dit on veut une relance verte et là, ça dépend des paliers de gouvernement. Donc, et une chose qui est beaucoup demandée, ce sont la possibilité d'avoir des bornes pour voitures électriques. Et on le sait, on va aller dans cette direction-là. Et c'est plus facile de réfléchir en banlieue, là, où c'est peut-être des résidences privées avec des entrées privées. Mais en ville, si on veut basculer dans la voiture électrique, pensons à des quartiers très denses, quartier Rosemont, dans Verdun, etc. Comment la ville vous abordez la place de la borne électrique, la place de la voiture électrique? Et si on devait faire un chantier pour accélérer la transition électrique à Montréal, comment vous voyez ça du point de vue de la ville? Bien, je pense que c'est un très bon sujet. C'est un très bon, un bon exemple en quoi une politique qui est fort intéressante n'a pas la même portée si on est dans un tissu urbain comme Montréal ou en banlieue, pour les raisons que vous avez évoquées. C'est-à-dire que l'espace sur l'espace public là, pour mettre des bornes c'est complètement une autre dynamique. Pour moi, l'électrification des voitures individuelles n'est pas la clé, n'est pas la solution, n'est pas la panacée pour pouvoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Là. Je vais être très claire là-dessus. Je crois à l'électrification des moyens de transport, entre autres pour tout ce qui est camions lourds et autres, parce qu'il en faut, il faut de la livraison, il faut des camions pour déneiger, il faut tout ça pour ramasser les poubelles. Et ça, l'électrification, j'y crois à fond. Autobus également. Mais quand on tombe dans la voiture personnelle, moi, comme ville, je considère que l'augmentation de l'offre du transport collectif, c'est ça la clé. Et ensuite, bien, il faut pouvoir déployer des bornes plus efficaces parce que celles qui ont déjà été déployées sur le domaine public sont bonnes, mais ça a beaucoup évolué depuis. La technologie ne cesse d'évoluer. Et donc, ce sont des représentations que j'ai faites auprès du gouvernement du Québec en disant ça ne sera pas possible pour Montréal de mettre des bornes partout sur les trottoirs pour des raisons évidentes. Alors, il faut qu'on puisse faire une stratégie différente. Et pour moi, c'est entre autres travailler avec des partenaires privés. Je pense au stationnement souterrain, ça pourrait être des stationnements municipaux qu'on pourrait utiliser. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à l'extérieur de la boîte. Mais je tiens à le dire, pour moi, ce n'est pas la solution pour, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre nos cibles et montréalaises et québécoises pour 2030. Très bien. Vous avez brièvement évoqué tout à l'heure des grands projets. Vous avez parlé du Palais des Congrès. On peut penser, entre autres, à la décontamination des terrains de l'Est comme faisant partie des grands projets. J'imagine que vous avez été très consulté par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, qui eux-mêmes, on a vu dans le projet de loi 101, envisageaient un projet d'accélération pour la réalisation de ces projets. Où en êtes-vous avec les gouvernements supérieurs? Avez-vous l'impression que les grands projets chers à Montréal vont être mis de l'avant, vont être accélérés? Comment vous voyez l'évolution de ces dossiers-là? Oui, c'est une bonne question. D'emblée, la Ville de Montréal était en faveur du projet de loi 61, tout en étant très critique par rapport à certains éléments. On a communiqué un mémoire, je dirais, express, étant donné le peu de temps qu'on avait, mais on était d'accord avec le fond. Par contre, la forme, il y avait des éléments à peaufiner. Alors là-dessus, voilà la position de base. Maintenant, moi, ce que je dis et je réaffirme, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le projet de loi tel quel pour faire avancer certains dossiers, dont celui de l'expropriation. Je tiens à rappeler que revoir les règles d'expropriation, c'est quelque chose que les villes demandent depuis longtemps. Même dans la négociation du pacte fiscal de l'année dernière, on en a parlé et ça a même été écrit dans l'entente finale que le gouvernement souhaitait ouvrir les discussions sur cette règle-là parce que c'est très contraignant pour les villes. Alors, pour moi, il n'y a aucune raison qu'on passe en vitesse express pour travailler sur ces aspects-là. Même chose pour tout ce qui touchait les bars et les restaurants et les commerces. On peut très bien faire avancer certains éléments du projet de loi 61. Je pense que ce serait une erreur de
tout arrêter parce que le projet de loi dans son entièreté n'a pas réussi à faire l'unanimité. Je m'attends à ce que le gouvernement décide de faire la bonne chose, c'est-à-dire de devancer des projets, d'accélérer parce qu'ils ont la même volonté que la Ville de Montréal et de tout le monde, c'est-à-dire de relancer l'économie. Puis pour ça, il faut des projets phares, entre autres la ligne bleue, donc des projets de transport collectif, c'est très important. Et les autres, ce serait vraiment au niveau de l'habitation également. Et d'envoyer un message clair aux commerçants qu'ils sont là pour les aider. Alors, je m'attends et je souhaite que le gouvernement passe excusez-moi l'anglicisme, en fast track pour certains éléments du projet de loi qui, lui, n'a pas passé dans son entièreté. Madame la mairesse, le temps a filé. Peut-être une dernière question. Vous avez évoqué dans le plan de relance, et c'était une recommandation qu'avait même suggéré le groupe présidé par Luc Godbout, la possibilité pour la Ville de faire des déficits. Vous avez calibré un peu à quoi serviraient ces déficits. La possibilité qu'ont les gouvernements supérieurs, c'est de vous aider davantage. C'est d'aider la Ville et ça enlèverait la possibilité de faire ces déficits. Présentement, quand vous parlez à vos homologues des gouvernements supérieurs, vous devez leur demander de vous aider. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous écoutent? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le besoin financier que vous exprimez auprès des gouvernements supérieurs pour la Ville de Montréal? Oui. Est-ce qu'on se sent écouté? Écoutez, c'est pas une position qui est facile pour les villes parce que on a souvent l'impression que, dépendamment de la discussion qui a lieu, on se fait rappeler qu'on est des créatures des provinces, mais en même temps, on a très peu de moyens. On nous dit un peu de nous débrouiller. Alors, le fait, par exemple, que les villes, on ne puisse pas faire de déficit, qu'on dépend à 70 % de la taxe foncière, nos possibilités sont ultra limitées. Donc, c'est pour ça que le 22 millions, même s'il a l'air petit, est immense par rapport à notre capacité de jouer directement, d'aider directement, entre autres, l'écosystème économique. Donc, je trouve qu'actuellement, il y a un peu un jeu de ping-pong où on se lance un peu la balle entre le fédéral et provincial concernant l'aide qui devrait être donnée aux municipalités. Et je parle de Montréal parce qu'on est la métropole, mais je parle également pour la région métropolitaine du Québec et pour d'autres villes. Je pense, je fais partie de l'UMQ. Je suis très solidaire par rapport aux autres villes du Québec qui sont dans la même situation que nous, sauf que nous, à Montréal, étant donné qu'on est l'épicentre, on a été frappés encore plus durement. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que, les négociations entre Québec et Ottawa pour les sommes d'argent qui devraient venir aux villes, ils doivent s'entendre entre eux. Moi, je n'ai pas le temps d'aller gratter, d'aller frapper à toutes les portes, d'aller quémander de l'argent. Je m'attends à ce qu'on reconnaisse que les villes sont sur la ligne de front, que souvent les gouvernements vont donner la grande couche de peinture en termes de mesures économiques, mais nous, c'est nous qui remplissons les cracks. Et les cracks, là, c'est là où est-ce que souvent les gens on peut oublier des choses, mais nous, on les voit. On est sur la ligne de front, on trouve des solutions efficaces, connectées au terrain. Moi, j'ai besoin d'entendre cette reconnaissance-là, alors que les gouvernements s'entendent, que ce soit par rapport à l'entente bilatérale sur l'habitation qu'on attend depuis des lustres. Il y a des gens qui vivent une crise du logement en ce moment. Il y a des unités de logement qui ne se bâtissent pas parce qu'on n'arrive pas à s'entendre entre Québec et Ottawa depuis 2 ans, plus que ça, 3 ans. C'est un non-sens. Alors, même chose je demande d'avoir de la flexibilité au niveau de la fiscalité parce que j'essaie de me sortir la tête de l'eau, j'essaie de trouver des solutions. 500 millions que la Ville de Montréal va être en déficit, ce qui inclut le transport collectif. Mais et je suis très heureuse d'ailleurs, je tiens à souligner que le ministre Bonnardel a offert un premier 380 millions pour le transport collectif à l'échelle du Québec. C'est une excellente nouvelle, c'est une bouffée d'air, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et pour le transport collectif, c'est ce qui va contribuer à diminuer nos gaz à effet de serre de façon majeure. C'est ça la clé. Alors, on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais j'ai besoin que les gouvernements soient à l'écoute et nous disent, vous savez quoi, les villes? Vous êtes des joueurs importants. On est une équipe. Jouons en équipe. On va vous aider. Et puis, nous, on aide le gouvernement. Madame la mairesse, vous avez terminé avec une belle image. On est une équipe. Je vous rassure que du point de vue du milieu des affaires, on se sent très solidaire de Montréal. Et que par rapport au gouvernement du Québec, au gouvernement d'Ottawa, vous pouvez compter sur nous. On va faire tout ce qu'on peut
pour vous aider à garder la tête hors de l'eau puis à agir localement. Je veux dire, entre autres, en terminant à tous ceux qui nous écoutent, d'abord, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça va un petit peu relâcher, là. On va se donner le droit d'être un peu en vacances, nous aussi, à la Chambre. Et je dis aux Montréalais, vous avez le droit aussi de prendre des vacances et prenez des belles vacances aussi dans votre ville qu'est Montréal. Prenez-les dans la région métropolitaine. On a entendu les régions qui veulent nous voir, mais moi, ce que je vous dis à tous les Montréalais, à tous ceux qui nous écoutent, c'est que nos commerçants à Montréal ont besoin de vous. Donc, magasinez à Montréal, passez un bel été à Montréal. Et on va se revoir sûrement durant l'été, mais on va être un peu nous aussi en vacances. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci pour tout ce bel échange et bien sûr, je souhaite un bel été à tout le monde. Et vous avez raison, on magasine local, on vient marcher sur nos artères piétonnes, on vient rencontrer les commerçants, on va faire du vélo, on profite de nos parcs. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée.